Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette image magnifique que vous avez peut-être pu découvrir en direct sur notre antenne ce matin nous vient d'Omaha Beach en Normandie. La solitude de Jimmy Carter et de Valéry Giscard d'Estaing, contemplant ce paysage aujourd'hui si doux et naguère si torturé, eh bien c'est l'une des grandes images qui nous restera du voyage du président américain en France. Voyage aujourd'hui moins politique, mais peut-être plus symbolique, avec un fourmillement de flashs qui resteront dans nos mémoires. Jimmy Carter à genoux devant la tombe d'un jeune Géorgien tué il y a 33 ans au moment du débarquement. Jimmy Carter qui prend dans ses bras une petite Sophie de 5 ans. Jimmy Carter et Valéry Giscard d'Estaing, tous les deux dans le train du retour Bayeux-Paris et se quittant sur le quai de la gare Saint-Lazare comme de simples voyageurs de rencontre. Et puis le contraste avec le même président américain au château de Versailles dans quelques instants. C'est tout cela que se propose de vous faire revivre en images l'équipe d'Antenne 2. Regardons. Il est environ 11 heures ce matin, Jimmy Carter arrive à Omaha Beach, l'une des plus célèbres plages du débarquement. Le président américain et son épouse sont accueillis par le président et Madame Valéry Giscard d'Estaing. Il fait gris et froid, si froid que le chef de la Maison Blanche n'a pas hésité à se munir d'un imperméable. Aussitôt, les deux hommes vont se rendre au cimetière de Colville, où reposent près de 10 000 soldats américains, tombés pour la plupart aux premières heures de la bataille de ce 6 juin 1944. Ils vont passer les troupes en revue, des troupes composées de détachements des 3 armes françaises et de 60 soldats américains dont les pères ont participé précisément au 6 juin 1944. C'est ensuite le mémorial et le dépôt de gerbes salués par 3 salves de mousquetons. Une cérémonie brève et émouvante. Pour la première fois en effet, un président américain et un président français sont côte à côte devant ce mémorial d'Omaha Beach. Le président américain va alors prendre la parole pour rappeler le sacrifice des soldats américains pour la France. Il va développer le thème de la défense de la liberté, comme il l'avait fait du reste hier soir au Palais des Congrès à Paris, soulignant que l'Amérique ferait face à ses engagements pour maintenir la sécurité en Europe. Et les deux hommes vont ensuite longuement, très longuement, se promener jusqu'à la limite de la dune bordant la plage. Ils vont bavarder juste au-dessus de ces falaises que les Rangers américains avaient mis des heures à conquérir. C'est du reste sur cette plage que devait tomber le général Roosevelt, le fils de l'ancien président américain, auquel Jimmy Carter allait rendre un hommage particulier. Seuls devant la grève, 2 hommes face à la mer, des images qui se passent, je crois, de commentaires. C'est ensuite Bayeux, première ville libérée de France en 1944, qui reçoit les présidents Jimmy Carter et Valéry Giscard d'Estaing. Sur le perron de la mairie, les deux hommes sont accueillis par le maire, monsieur le Carpentier, et par 2 jeunes Normandes en costume traditionnel. La plus jeune d'entre elles va du reste offrir des fleurs aux épouses des 2 présidents. Elle s'appelle Sophie Gilbert. Elle se souviendra peut-être un jour que Jimmy Carter l'a prise dans ses bras. Et c'est le discours de Valéry Giscard d'Estaing. C'est ici que le général de Gaulle choisit de se rendre au lendemain du débarquement et d'y manifester par sa présence la souveraineté retrouvée de la France. C'est également ici qu'il devait jeter les bases de la Constitution de notre République, dont j'exerce aujourd'hui la charge et dont je tiens la barre pour garantir à tous les Français l'exercice de la démocratie et pour protéger leur liberté. Restait le bain de foule et les 2 hommes allaient prendre le train un peu plus tard pour Paris, à bord duquel ils avaient leur second entretien politique. Voilà, ces cérémonies émouvantes à Bayeux et surtout à Omaha Beach, symbole de tragédie et d'héroïsme, mais aussi de victoire, comme l'a dit Jimmy Carter,
nous font mieux revivre ce que fut l'enfer du 6 juin 1944 qu'a essayé pour nous de reconstituer Maurice Werther à Omaha Beach. De Vierville à Colville, 8 km de sable fin, station balnéaire réputée et cercle hippique à Vierville. Il y a 33 ans, on avait donné un nom de code à cette plage, Omaha Beach. Des milliers de soldats américains y sont morts pour notre libération. Après la bataille initiale, bien entendu, le cimetière était beaucoup plus grand. Il y avait 19 000 tombes à l'époque. Ceux-là qui étaient avec moi et qu'ils ont perdu leur vie ce jour-là, leur corps a été rapatrié aux États-Unis en 1947. D'une fait que j'ai beaucoup ici encore de ma division, mais ceux-là que j'ai connus réellement comme camarades, ils sont retournés chez eux maintenant. Voilà, changement de décor, vous disais-je, ce soir avec un grand dîner de gala au château de Versailles auquel doivent assister, parmi de nombreuses personnalités, plusieurs membres de l'opposition. Je relève le nom des communistes Robert Ballanger et Marie-Thérèse Gutmann et du socialiste Marcel Champex. Gaston Defferre, lui, s'est excusé. Jacques Chirac aussi, pour des raisons que nous évoquions hier soir. Il aurait aimé que Jimmy Carter aille lui rendre visite en l'hôtel de ville de Paris. Jimmy Carter qui, par ailleurs, aura 2 entretiens avec 10 leaders de l'opposition demain matin. François Mitterrand, nous le savions déjà, mais aussi tout de suite après Robert Fabre, le leader des radicaux de gauche. Gus, vous le voyez, a été pris de court. Aucun communiste, en revanche, n'a demandé d'audience. Alors, y a-t-il immixtion dans le débat politique intérieur? En tout cas, on est frappé par les multiples allusions des 2 hommes aux institutions de la Ve République et d'une façon plus générale aux bienfaits de la démocratie. On l'a bien vu hier dans le discours important du président américain au Palais des Congrès. La démocratie n'est pas simplement bonne et juste, a dit Jimmy Carter, c'est aussi le système qui s'accorde le mieux à la nature humaine. Jean-François Kahn. Oui, en cela, d'ailleurs, on voit, je crois, beaucoup mieux maintenant quel est le contour de la philosophie de Carter. C'est une philosophie très simple, au fond, mais très intéressante. Carter, le président Carter, contrairement à Kissinger, vous savez, ce réaliste pour qui il faut se méfier des idées, pense finalement qu'à une grande puissance, à une nation dont l'ambition est de contrôler la marche du monde, il faut une doctrine, une idéologie. Hein. L'Union soviétique en a une et ça lui sert finalement. Le général de Gaulle en avait une aussi et ça lui servait. Donc il faut une doctrine à l'Amérique. Laquelle? La seule qui est possible, le seul drapeau qu'elle peut brandir, c'est celui qu'elle a toujours brandi, c'est celui de la démocratie. Seulement, ce drapeau, il était un peu défraîchi ces derniers temps. Quand les États-Unis intervenaient au Vietnam ou à Saint-Domingue, il donnait l'impression d'être un pays impérialiste. Et puis il soutenait un peu dans le monde des dictatures sanglantes qui n'étaient pas des modèles de démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Carter sent bien aujourd'hui que la guerre du Vietnam, c'est fini. Bien, Panama, c'est revenu, par exemple, à ses propriétaires. Donc, il n'y a plus des Marines américains partout dans le monde qui font la loi. D'autre part, vous avez vu, il a pris ses distances avec certaines dictatures occidentales. Il a insisté sur le problème des droits de l'homme. Donc, il pense qu'aujourd'hui, les bases sont là pour pouvoir rebrandir ce drapeau face aux Soviétiques pour que les États-Unis incarnent de nouveau face au communisme, au socialisme, l'idée
de la démocratie. D'où les deux discours très importants de New Delhi, de Paris, où justement, en très bon américain, et ça c'est intéressant, Carter insistait, et je crois très éloquemment, sur le fait que la démocratie, non seulement c'est ce qu'il y a de plus moral et de plus juste, mais en plus c'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour lutter contre la crise économique ou la misère. Et c'est peut-être là qu'on voit un petit peu mieux les limites de cette conception de la démocratie. Alors, il y a effectivement des limites, c'est pas un discours révolutionnaire sur le plan philosophique. D'abord, il l'a prononcé à Paris, à New Delhi, pays démocratique, il s'est bien gardé de le prononcer en Iran, qui est une dictature, ou en Arabie Saoudite. Mais surtout, voyez-vous, il a insisté, le président Carter, sur, et très bien, il a très bien fait, sur les dangers que l'État tentaculaire, l'État omniprésent, fait peser sur la démocratie. En cela, il visait naturellement le communisme. Hein. Bien. Seulement, il y a dans le monde un certain nombre de pays où les libertés économiques règnent, où l'État n'intervient pas dans la vie économique, où il y a la liberté de s'enrichir, la liberté d'investir, la liberté de vendre ou d'acheter, et qui sont quand même des dictatures politiques. L'Iran, par exemple, ou la Corée du Sud. Comment cela se fait-il? Ça, naturellement, le président Carter ne répond pas à cette question, et du coup, il ne se pose pas ce problème, à savoir si, d'un côté, il n'y a pas une menace que l'État sans cesse fait peser sur la démocratie, c'est sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre menace qui est celle que la puissance de l'argent peut faire peser sur la démocratie? Pour en finir tout à fait avec ce dossier numéro 1 de l'actualité, j'ajoute que nous consacrerons demain une édition spéciale de notre journal, entre 15 et 20 minutes, aux à-côtés, à la petite et à la grande histoire de cette visite officielle. Et à l'instant me parvient un de ces à-côtés tout à fait étonnant. Figurez-vous que les danseuses du Casino de Paris ont été informées minute par minute de tous les déplacements de Jimmy Carter. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui à New York le quotidien New York Post. Tout cela parce que les agents secrets américains utilisent leur talkie-walkie la même fréquence que ceux de la radio intérieure du Casino de Paris. Alors on dit même que, c'est le journal qui le dit, je crois que c'est vrai, on dit même que le président Carter, qui a été informé de cet incident assez amusant, s'en excusera ce soir au château de Versailles auprès de Lynn Renault, qui est la vedette du Casino de Paris. Vous voyez, ça c'est une petite histoire tout à fait étonnante. Puis il y a quand même une incidence à ce voyage que nous ne pouvons pas passer sous silence, c'est la spectaculaire remontée du dollar après l'accord entre le Trésor américain et la Bundesbank, et puis surtout après le soutien très ferme que Jimmy Carter a porté à sa monnaie hier soir au Palais des Congrès. La devise américaine est passée de 4 francs 61 hier à 4 francs 74 aujourd'hui. Alors 13 centimes de mieux pour un discours, Philippe Tassier, c'est assez impressionnant. Oui, c'est une remontée spectaculaire et quasi historique, qu'il faut le dire. Alors il y a plusieurs raisons, il y en a 3 qui peuvent expliquer cette remontée spectaculaire du dollar aujourd'hui en Europe. D'abord, hier, il y a eu à la Maison-Blanche un véritable conseil de guerre des autorités monétaires américaines. Après ce conseil, les responsables américains ont téléphoné à Paris à Jimmy Carter pour lui dire « il faut soutenir le dollar ». Ensuite, il y a eu la déclaration que vous venez de citer du président. Enfin, les Américains, et pour la première fois depuis le début de cette crise monétaire, ont décidé d'intervenir financièrement sur les marchés d'échange pour soutenir le dollar, pour soutenir leur monnaie. Qu'est-ce que cela signifie? Sur le marché des fruits, par exemple, s'il y a une très forte demande sur les pommes, les prix de la pomme augmentent. C'est normal. Pour faire baisser le prix de la pomme, on peut, par exemple, augmenter la quantité des pommes qui sont offertes. Et bien sur les monnaies, toute proportion gardée, bien évidemment, c'est un petit peu la même chose. Jusqu'à présent, c'était le yen japonais, le mark allemand et le franc suisse qui étaient les pommes. Pour en acheter, eh bien, on vendait des dollars. Et comme on vendait trop de dollars, eh bien, le prix du dollar baissait. Pour soutenir le dollar, pour faire remonter son cours, les Américains ont décidé de faire baisser celui du mark. Alors ils vont offrir, comme les pommes, ils vont offrir davantage de marques sur le marché. Et pour cela, ils vont en emprunter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils vont en emprunter à l'Allemagne. C'est un accord technique, on appelle un accord swap. Et puis les Américains vont également intervenir, ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, sur les marchés avec les autres grandes banques pour casser la spéculation. Alors une question se pose, et se pose aujourd'hui sur tous les marchés d'échange, est-ce que les Américains vont continuer à vraiment soutenir leur monnaie, ce qu'ils n'ont encore jamais fait depuis 6 mois. Là, ça n'est pas sûr. La nervosité aujourd'hui était très grande sur les marchés d'échange et on n'a pas fini de reparler du dollar dans les mois qui viennent. Eh bien, restez avec nous, Philippe Tassier, car nous allons continuer à parler d'économie avec les déclarations du Premier ministre devant le forum de notre confrère L'Expansion. Un forum qui réunissait les chefs d'entreprise face à Raymond Barre et aux Perspectives 78. Un forum à l'occasion duquel on a découvert, par le biais d'un sondage de la Sofres, que les patrons étaient moins nombreux que l'an dernier à croire en une victoire de la gauche, nettement moins même, mais qu'ils restaient en majorité déçus par le plan Barre. Le Premier ministre a eu l'occasion de leur répondre en se défendant tout d'abord de tout électoralisme. Faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité.
c'est-à-dire s'occuper des affaires de la nation et, lorsque l'on est Premier ministre, selon la Constitution, conduire la politique de l'État. Eh bien, c'est cela que je fais. Et si faire de la politique, cela consiste à aller à la pêche aux voies en chantant la pêche aux moules, je crois que c'est comme ça que ça se dit, eh bien, regardez-moi, je ne suis pas capable de le faire. Ces applaudissements dus à une boutade cachent mal la morosité des chefs d'entreprise. En fait, les chefs d'entreprise suivent de très près les perspectives électorales. Et bien sûr, s'ils redoutent une victoire de la gauche, ils craignent qu'une victoire de la majorité ne s'accompagne de fortes pressions sociales. C'est du moins ce qui ressort de ce sondage effectué pour le forum Expansion TF1. Alors bien sûr, aujourd'hui, M. Barre a répondu à un certain nombre de questions économiques et sociales. SMIC à 2400 francs, M. Mitterrand perd de plus en plus pied, répond le Premier ministre. Impôt sur les sociétés, il existe, on ne le supprimera pas. Réduction des impôts, on s'en tient au projet contenu dans le budget pour 1978. Salaire, il fallait davantage de discipline. Retour à la liberté des prix, oui, mais là aussi avec une certaine discipline. Quant à la participation de François Mitterrand au gouvernement, voilà ce que répond le Premier ministre. Je souhaite pour mon pays, compte tenu de ce que l'on peut envisager pour l'avenir, qu'il n'y ait pas d'adversaires irréductibles, qu'il n'y ait pas de guerre de religion inexpiable, mais que tous ceux, quels qu'ils soient, qui sont fondamentalement attachés à un certain idéal, puissent se retrouver dans la réalisation de cet idéal. Est-ce à dire qu'ils doivent se retrouver dans le même gouvernement? Ceci est une autre histoire qui dépend du fait de Dieu, de la volonté de Dieu, du fait du prince et des votes du peuple français. L'actualité politique maintenant, la conférence de presse de François Mitterrand exécutée ce matin par l'Humanité. François Mitterrand avait pourtant fait un pas en direction du PC en proposant de porter le SMIC à 2400 francs, mais René Andrieux a qualifié la proposition de bricolage de dernière heure, de dernier quart d'heure même. J'imagine que Georges Marchais va pouvoir s'expliquer davantage au cours de la conférence nationale de son parti le week-end prochain, puis à l'occasion de notre émission samedi donc à midi et demi. Le socialiste Claude Estier, ce soir dans Le Monde, lance un ultime appel au Parti communiste, titre de son article « À mes camarades communistes ». Le vote des Français à l'étranger, le Quai d'Orsay est prêt à ouvrir des enquêtes partout où des preuves de fraude pourraient être retenues, a déclaré Claude Chaillet, qui fait état de demandes d'explications à 5 consulats ou ambassades. Et puis la parution en librairie du programme du Parti républicain pour les prochaines élections, le projet républicain que vous détaille Jean-Louis Le Senne. Le projet républicain, c'est avant tout 190 pages de propositions articulées autour de 6 axes principaux. Travailler, entreprendre, s'exprimer, participer, vivre en paix, vivre heureux. Le tout s'inspire logiquement des principes définis par Valéry Giscard d'Estaing dans Démocratie française. Refusant à la fois le marxisme et le libéralisme classique, les auteurs du projet ont visiblement souhaité éviter l'écueil des promesses électorales pour soumettre aux lecteurs une série de mesures susceptibles à leurs yeux de transformer la vie quotidienne des Français. Par exemple, sur la revalorisation du travail manuel, sur la création de comités de concertation au sein des entreprises ou sur la réforme communale. Au fil des pages, on découvre également des propositions aussi diverses que le feu vert aux radios locales ou le vote obligatoire. Jusque-là, pourtant, dans la forme, rien de bien original. Le projet républicain n'échappe pas aux lois de ce genre littéraire en période électorale. En revanche, ce qui peut sembler moins traditionnel, c'est la liste des 21 propositions du PR qui termine l'ouvrage. C'est ainsi que les giscardiens souhaitent favoriser l'accession à la propriété, la réforme du service militaire, la retraite à la carte et les droits des Français de l'étranger. Seul point d'interrogation dans ce projet, sans réclamer le retour à la proportionnelle, les républicains se déclarent favorables à un nouveau mode de scrutin, mais lequel, on ne le dit pas. Alors finalement, Jean-Pierre Soisson, c'est sur ce projet que vous allez vous battre ou bien plutôt sur les objectifs d'action que Raymond Barre a présenté à Blois samedi? Nous allons nous battre sur le projet républicain qui est le programme du Parti républicain. Mais je voudrais souligner la
très grande cohérence qu'il y a pour nous entre trois textes qui sont trois documents importants. Le premier, c'est Démocratie française, le livre du président de la République qui décrit les principes d'organisation de notre société. Et ces principes sont ceux d'une société qui s'unifie progressivement. Ensuite, il y a le projet républicain qui est la traduction politique de ces principes et qui décrit l'évolution de notre société au cours des prochaines années en tenant compte des aspirations et des préoccupations des Français. Mais c'est le programme d'un parti, même si ce parti soutient le gouvernement. Et puis il y aura enfin les objectifs d'action du gouvernement qui sont définis par l'institution gouvernementale et qui seront donc les mesures qui pourront être mises en application si la majorité gagne une priorité pour les prochaines élections. Il y a une cohérence entre les trois textes, ça c'est le programme du parti et nous adhérons bien évidemment aux objectifs d'action. Dans lesquels on devrait retrouver certains de vos... Alors, le projet républicain, les objectifs d'action ont été élaborés en étroite concordance et nous avons parlé du projet républicain au Premier ministre. Mais il se situe sur deux plans différents. Ça, c'est le programme d'un parti et les objectifs d'action sont ceux du gouvernement. Projet républicain pour un catalogue de 21 propositions, c'est pas un titre un peu ambitieux, c'est pas le programme commun? C'est pas le programme commun, ce n'est pas un catalogue de propositions, c'est un document qui voudrait prendre en compte les préoccupations des Français, qui voudrait aussi prendre en considération la sensibilité nouvelle de notre époque telle qu'elle a pu s'exprimer parfois maladroitement en mai 1968 et qui voudrait la traduire dans un langage un peu nouveau, par-delà les préjugés, les classifications traditionnelles. On parle beaucoup dans la campagne électorale de ce qui divise les Français. Eh bien, nous voudrions, nous, leur parler, dans le projet républicain, de ce qui peut rassembler. On va vous dire et les propositions du projet républicain ont été choisies afin de rassembler les Français. Et donc, elles pourraient demain être adoptées par des formations de la majorité et de l'opposition, et nous les livrons au débat public. Et nous souhaitons que les Français les reprennent à leur compte. Mais ce faisant, vous ne voulez hérisser personne, et c'est peut-être un petit peu prudent comme projet, non? C'est pas prudent, c'est la tendance qui est la nôtre, derrière le président de la République, et pour le changement de notre société. Mais comme point fort, derrière Valéry Giscard d'Estaing, avec la volonté de rassembler. Jean-Pierre Soisson, le président de la République en campagne électorale, on l'a vu à Vassy, on devrait le voir bientôt dans votre région, en Bourgogne. On le verra à Auxerre le 26 janvier prochain. François Mitterrand s'en étonne. Est-ce que ça vous paraît normal que le chef de l'État rentre comme ça dans le débat politique? J'ai toujours dit que le président de la République s'engagerait dans la campagne électorale et il le fera de plus en plus. Et les élections de mars prochain se joueront comme toutes les élections de la Ve République. Elles se joueront sur une action gouvernementale et en fonction de ce que le président de la République a fait. Il en a été ainsi pour Charles de Gaulle, il en a été ainsi pour Georges Pompidou, il en sera ainsi pour Valéry Giscard d'Estaing. Alors certains ont pu l'accuser de ne pas s'engager assez. Et voici que d'autres, maintenant, dans l'opposition, pas les mêmes, oui, l'accusent de trop s'engager. Eh bien, je vous dirais que c'est bon signe, car ça prouve que son engagement sera déterminant, et pour ma part, je m'en réjouis. Je vous remercie. La politique étrangère, maintenant, la Voix de la Palestine revendique le meurtre de Saïd Hamani, le représentant de l'OLP à Londres, assassiné hier. C'est un coup de téléphone anonyme qui l'annonce, ajoutant que M. Hamani a été abattu à cause de ses contacts avec l'État juif, je cite. Ce genre d'information est toujours à prendre avec des pincettes, mais il est vrai que Scotland Yard a commencé son enquête dans les milieux des sympathisants arabes durs de Londres. M. Hamami, qui était en effet une grosse personnalité à la tête de l'OLP, était plutôt considéré comme de tendance modérée, disons dans la ligne de Yasser Arafat. Né à Jaffa, Saïd Hamami avait quitté la Palestine à la création de l'État d'Israël en 1948. Vie de réfugié, Jordanie, Liban, militant très actif de la branche militaire du FAT, d'une grande intelligence, brillant, ouvert, son passé de militant sans tâche lui permettait des écarts par rapport à la position officielle de son mouvement. Depuis quelques années, il avait noué des contacts avec des Israéliens de gauche et tenté d'amorcer un dialogue entre les deux partis. Hier après-midi, il avait un rendez-vous à son bureau. Son visiteur l'a abattu de 3 balles de revolver en pleine tête. Qui sont les assassins? Scotland Yard estime qu'il s'agit peut-être d'extrémistes arabes opposés à tout rapprochement avec Israël. Cette mort marquerait alors le début d'une lutte ouverte entre Palestiniens modérés et extrémistes. Saïd Hamami était un proche de Yasser Arafat et l'on disait parfois que ses initiatives recevaient l'aval du chef de l'OLP. Ce meurtre pourrait donc être une atteinte directe à Yasser Arafat.
Cependant, les policiers britanniques n'excluent pas d'autres possibilités. On se souvient qu'il y a quelques années, Israéliens et Palestiniens s'étaient livrés une guerre sans merci en Europe. Commentaire de Ezzedine Kalak, le représentant de l'OLP en France, donc l'équivalent de M. Mami, c'est l'existence même du peuple palestinien qui est visé, a-t-il déclaré. Le référendum au Chili, comme prévu, plébiscite pour le général Pinochet, 75% de oui, 20% de non. Le numéro 1 chilien en profite pour dire qu'il n'accepterait plus de commission d'enquête des Nations Unies. On peut tout de même considérer que le général Pinochet s'est appuyé sur un principe démocratique pour conforter un régime totalitaire. Non-lieu pour Paul Lucas, le meurtrier d'un gardien de la paix devant l'Élysée il y a un mois et demi. Les experts psychiatriques l'avaient reconnu dément au moment de l'action et il sera tout de même interné dans un asile. Le sport à présent avec d'abord la disqualification d'Éric Tabarly qui participe en ce moment à la 3e étape de la course autour du monde. Les organisateurs ont décidé que son certificat de rating, ce qui lui permettait de participer à la course, n'était plus valable. Et puis le ski, une nouvelle victoire en slalom spécial pour le Suédois Ingemar Stenmark à Oberstaffen. Le jeune Suédois l'a emporté cet après-midi. C'est sa 4e victoire consécutive de la saison. Sur une neige pourtant difficile, il y aura en effet 30 abandons dans la première manche. Ingemar Stenmark l'a emporté sur l'Autrichien Klaus Heidegger, le champion olympique Pierre Gros, lui, est 3e. Voilà, avant de refermer les dernières pages de ce journal, un bref retour au voyage du président Carter en France. Il y a quelques instants, Jimmy Carter vient d'arriver au château de Versailles, où, vous disais-je tout à l'heure, un grand dîner est prévu en son honneur. Noël, ma mère. Oui, le président Giscard d'Estaing et madame ont accueilli monsieur et madame Carter, qui ont été salués à leur arrivée à Grand Trianon par un détachement de la garde républicaine en tenue d'apparat. Il y aura donc un grand dîner ce soir qui sera notamment arrosé d'un château d'Yquem 73 pour le détail et d'un château Laffitte 1962. Et à l'issue de ce grand dîner, une réception rassemblant 4000 invités sera donnée dans la galerie des glaces du château de Versailles. Vous voyez en ce moment les deux présidents et leurs épouses se rendre dans les salons dorés du Grand Trianon pour ce dîner. Le tiercé maintenant, il fallait jouer le 9, suivi du 19 et du 17. Je vous laisse découvrir sur votre écran les rapports de ce tiercé. Le temps, demain, eh bien, il se radoucira de la Bretagne à la région parisienne et finalement au nord. Le ciel sera nuageux et brumeux le matin avec des éclaircies dans l'après-midi. Il fera frais le matin avec des gelées sur le centre et l'est. Le temps ailleurs sera généralement ensoleillé, mais il pourra y avoir des averses en Méditerranée et sur la Corse. Voilà, dernier rendez-vous avec l'actualité Hervé Claude avec sa fine moustache à 22h30. Bonne soirée à tous, à demain.